Le débat africain. Alain Foucault. Entre Cellou Dalein Diallo, le candidat de l'opposition qui a annoncé sa victoire dès lundi dernier, et le président Alpha Condé qui a été déclaré vainqueur du scrutin présidentiel par la commission électorale à 59,49% dès mardi, qui a vraiment gagné la présidentielle en Guinée? Qu'est-ce qui explique ce silence assourdissant de la communauté internationale, notamment de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui pour l'instant n'a pas adressé de félicitations aux vainqueurs, comme c'est la tradition? Comment sortir de cette impasse politique qui se traduit chaque jour dans la rue par des affrontements meurtriers? Comment mettre fin à cette crise politique et sociale née de la volonté du président de la République Alpha Condé de briguer un troisième mandat? Situation insurrectionnelle qui dure depuis plusieurs mois déjà et qui a fait de nombreuses victimes civiles. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à la crise post-électorale en Guinée. Avec plusieurs invités, tous au téléphone. D'abord, monsieur Rachid Ndiaye, ministre d'État et conseiller du président Alpha Condé. Il est au téléphone en direct de Paris. Bonjour Rachid Ndiaye. Bonjour Alain Foucault. Notre second invité, Ousmane Gawal Diallo, conseiller politique et directeur de la communication de l'UFDG, le parti de Cellou Dalein Diallo. Bonjour Ousmane Gawal Diallo. Bonjour. Notre troisième invité, Alpha Diallo, président d'Ablogui, une communauté de web citoyens guinéens, blogueurs et activistes. Bonjour Alpha Diallo. Bonjour Alain. Dernier invité et pas des moindres de ce plateau, Alioune Tine, le fondateur d'Africa Jom Center, un think tank sur la gouvernance basé à Dakar. Alioune Tine est l'ancien président de la RADO, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Bonjour Alioune Tine. Bonjour. En Guinée aujourd'hui, les tensions sont particulièrement fortes. Et on a envie de dire, qui a vraiment gagné dans ce scrutin? Qui doit-on croire véritablement? Là, je pose la question à Rachid Ndiaye. Écoutez, les choses sont claires. En Guinée, il y a une institution qui s'appelle la Commission électorale nationale d'indépendance qui, selon la loi, est la seule institution qui a en charge la supervision et l'organisation de l'élection présidentielle, qui a rendu ses résultats provisoires qui sont donc des résultats favorables au président Alpha Condé, le candidat donc de la majorité RPG arc-en-ciel. Et cet résultat aujourd'hui, on attend juste les délais de recours légaux que donne la loi à l'autre camp de manifester, disons, ces recours s'ils considèrent que les choses ne sont pas passées comme ils le souhaitent. Mais sur le plan des résultats, je crois qu'il n'y a aucun doute. Vous savez, si vous regardez un peu la carte électorale et la sociologie électorale du pays, vous vous rendez compte qu'il y a 4 régions naturelles en Guinée. Dans ces 4 régions naturelles, le candidat de l'UFDG a gagné dans une des régions, il a perdu totalement dans les 3 autres régions. Et si vous regardez l'évolution de son résultat électoraux depuis 2010, vous vous rendez compte qu'en 2010, il a perdu l'élection présidentielle, en 2013, il a perdu les élections législatives, en 2015, il a perdu l'élection présidentielle. Je crois qu'il n'y a pas aucun doute à ce niveau. Maintenant, le reste, c'est un petit peu de la surenchère qui correspond un peu à l'attitude du leader de l'opposition qui, bon, là, c'est le porte-parole un peu, ou plutôt le membre du gouvernement qui parle. Ousmane Gawal Diallo, que répondez-vous à cela? Est-ce que vous avez perdu les élections? Est-ce que vous êtes dans la surenchère aujourd'hui? Permettez-moi, Monsieur Foucault, de présenter mes condoléances aux familles de nombreuses victimes qui ont été enregistrées à l'occasion de cette élection qui vient de se passer dans notre pays. Et pour aller sur qui a gagné ces élections, Monsieur Rachid Ndiaye, ministre sans portefeuille, qui passe toute sa vie en France, je suis sûr qu'il est déconnecté de la réalité de notre pays, de ce qui se passe ici en Guinée. Mais sur les éléments de cette élection, ce que l'UFDG a fait, c'est de mobiliser 32 000 universitaires qui ont été déployés 2 personnes par bureau de vote sur la totalité des 15 000 bureaux de vote et de mettre en place un système de remontée d'informations, des résultats, un logiciel qu'on a développé qui nous permet d'avoir des résultats envoyés par SMS de tous les bureaux de vote. Et au niveau de chaque sous-préfecture, nous avons mis un système de validation où il y a quelqu'un qui reçoit le procès verbal physique, qui le met en corrélation avec la donnée remontée par SMS, s'assurer de la cohérence avant de passer la validation pour que cette donnée puisse être observée d'abord au niveau de la préfecture, où il y a un deuxième niveau de contrôle et de validation avant que les résultats ne soient affichés sur nos tableaux de bord à Conakry.
Vous voulez dire que à partir de ce système, vous avez gagné, c'est pour ça que vous annoncez dès le premier tour que vous avez gagné? Absolument, étayé par 80% des procès-verbaux sortis des bureaux de vote. Est-ce qu'ils sont consultables, ces documents? Qui sont consultables, et c'est pour ça que nous avons dit, et le ministre Rachid Ndiaye peut être d'accord avec nous, pourquoi ne demande-t-il pas à la CENI de mettre en ligne les procès-verbaux de 15 000 bureaux de vote? Ça aurait pu permettre à la presse, par exemple, qui a diffusé dans une synergie un certain nombre de bureaux de vote, je crois 30 à 40% des bureaux de vote, de se rendre compte que les chiffres qu'elle a donnés dans la synergie des radios étaient différents des procès-verbaux que la CENI a comptabilisés. Même rien que la presse peut faire cette observation. C'est-à-dire que les procès-verbaux qui ont servi à la presse guinéenne et regroupés dans une synergie de donner les résultats d'un certain nombre de bureaux de vote, s'ils les mettaient en ligne, ces procès-verbaux-là, ils verraient que les procès-verbaux comptabilisés par la CENI étaient différents de ceux que la presse elle-même a collectés et diffusés. Pourquoi? Et sur le plan géographique, M. Foka, M. Rachid Ndiaye dit que nous n'avons gagné que dans une région. Mais ça, c'est du rêve. Nous avons aujourd'hui la totalité du soutien de la forêt. Vous avez vu les mobilisations immenses qui ont accompagné le candidat de l'IFDG. Pourquoi alors l'a-t-on empêché d'être à Kankan? On a le sentiment, lorsque chacun dit qu'il a gagné au premier tour, qu'il y a quand même, d'un côté comme de l'autre, de la surenchère. Est-ce que, dans les conditions actuelles, on peut gagner dès le premier tour, quel que soit le candidat? Je peux vous dire, Alain, nous avons dit que nous invitons le RPG et sa CENI le RPG étant le parti du président Alpha Condé. Oui, d'accepter un arbitrage qui nous permettrait de mettre devant l'opinion, la presse comprise, les procès-verbaux qui nous ont été donnés dans les bureaux de vote et ceux qui ont été comptabilisés. Parce que ces procès-verbaux ne tombent pas du ciel. Pourquoi s'accroche-t-il à l'idée que c'est la CENI qui arbitre? Ça, c'est pas vrai. En deux mots, est-ce que Rachid Ndiaye peut répondre à ça? Est-ce que vous êtes d'accord pour que ces procès-verbaux soient rendus publics et qu'on les puisse les comparer? Je crois que là, nous sommes dans l'incantation. Tous les petits arguments qui consistent à dire qu'on a placé des gens aux côtés de tous les bureaux de vote. Il y a une chose qui est claire. La Guinée fonctionne sur la base de la loi. Sur le plan légal, la CENI, elle est composée sur une base paritaire, représentant de l'opposition, mais vous savez très bien, Rachid Ndiaye, qu'il y a une contestation sur cette CENI-là, et que même les institutions internationales, et même les États-Unis, marquent un peu leur scepticisme quant aux résultats qui sont sortis. Sur ça, je voudrais apporter quelques petits éléments, contrairement à ce qui a été dit. D'abord, cette élection a été validée par l'ONU, par l'Union africaine, par la Commission exécutive, par la Commission économique des États d'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est une réalité. Ce qu'un haut fonctionnaire de l'Union européenne a évoqué, c'est un petit peu les grains de riz qu'on a comptabilisés dans le processus électoral. C'est une attitude diplomatique qui consiste à dire d'un côté que l'élection a eu lieu, il y a eu ça s'est passé normalement, mais en même temps dire, pour satisfaire l'opposition, qu'il y a des dysfonctionnements qui ne sont pas de nature à remettre en cause fondamentalement le résultat. Oui, mais Rachid, il y a les États-Unis qui s'inquiètent des résultats incohérents. Je reprends les propos de la présidentielle, évoquent le manque de transparence dans la fabulation des votes. Mais dans toute élection, il y a toujours la partie visible de l'iceberg. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, aucune institution internationale n'a remis en cause l'élection. Mais aucune institution n'a pour l'instant félicité votre candidat. Je vais me tourner vers notre troisième invité qui est Alpha. Il faut d'abord, excusez-moi, on est juste des résultats provisoires. Oui, mais généralement, à cette date-là, généralement, on a déjà félicité le candidat. C'est un peu la pratique. On sait comment ça fonctionne. Alpha Diallo, vous qui êtes le président d'Ablogui, qui est une communauté de web citoyens, qui avait travaillé en veille sur cette élection depuis 2015. Qui a gagné? Quelles sont les conclusions que l'on peut tirer à cette heure-ci, selon vous? Alors, les conclusions que nous avons tirées à travers nos 208 observateurs que nous avons déployés sur l'ensemble du territoire national, c'est que le scrutin lui-même, c'est en tout cas avec des incidents qui sont pas très graves, donc globalement bien. Mais tout a commencé à se compliquer au niveau du dépouillement dans les bureaux de vote. Personnellement, notre plateforme a eu des difficultés. Nous avons eu beaucoup d'observateurs qui ont été expulsés des bureaux de dépouillement, et donc dans les régions comme Sigiri et Fria, expulsés par notamment des membres des présidents de bureaux de vote ou même des forces de l'ordre qui étaient hostiles à leur présence ou qui ont même empêché, qui ont demandé à certains endroits même de retirer leur téléphone avant le début du dépouillement, chose qu'ils n'ont pas accepté. Et donc, on a eu quand même une bonne partie de nos observateurs qui n'ont pas pu observer ce processus-là. Et l'autre chose qu'il y a à dire
dire à notre niveau, et je pense que c'est le cas de la plupart des observateurs, c'est qu'on n'a pas eu un grand dispositif autour des résultats. Ce que nous avons beaucoup plus fait, c'est observer le scrutin en tant que tel. Mais à partir du moment où la CENI a commencé à publier les résultats, nous avons quand même noté de notre part des incohérences qui sont quand même un peu troublantes. Et donc, nous avons demandé à la CENI de mieux expliquer cela. Je vous donne un exemple. C'est le cas de la circonscription électorale de Farana, une circonscription électorale qui compte 156 097 inscrits, mais là où on a eu, selon la CENI, 156 315 votants, donc soit un surplus de 218 personnes, donc un taux de participation de 100,17%. Et pour nous, c'est quand même troublant, surtout que quand nous prenons les bureaux de vote, ce que nous faisons avec nos observateurs, nous photographions aussi, pas tous les procès-verbaux, nous avons que 200 personnes, mais dans certains endroits, nous photographions cela. Et quand nous comparons ces chiffres de la CENI à ceux que nous avons, par exemple, dans la commune urbaine de Farana, on est quand même un peu loin. Nous, tous les bureaux de vote, on a eu aucun qui a eu 100%. Les bureaux de vote sont aux alentours de 80%. Et donc, nous avons demandé à la CENI de clarifier ce type de résultat-là. En gros, si on parle clairement, Alpha Diallo, pour vous, les chiffres de la CENI ne correspondent pas à ceux que vous avez et sont invraisemblables. Quand on a 117%, c'est-à-dire qu'il y a plus de votants que d'électeurs en réalité. Les gens ont plus voté. Oui. Moi, je vais vraiment être objectif et rester dans les faits. Je n'ai pas d'éléments partout pour mettre en cause les chiffres de la CENI. Mais par contre, à Farana, oui, nos chiffres sont contradictoires. Pour nous, à Farana, en tout cas pour les bureaux de vote, les résultats du procès-verbaux que nous avons ont l'air d'être surévalués. Alors, ça a l'air d'être surévalué pour vous aussi, à l'UNTIN. Je sais que vous êtes à Dakar, vous n'êtes pas sur place. Quel regard est-ce que vous pensez qu'avec, on va dire, la géographie électorale de Guinée, on puisse passer dès le premier tour, quel que soit le candidat? Écoutez-moi, je pense même qu'on n'aurait jamais dû organiser ces élections. Ah bon? Parce qu'on a créé des conditions politiques objectives avec une rupture brutale du contrat social qui a opposé les gens dès le départ. Et donc, ça a créé tout de suite une espèce de suspicion sur l'ensemble des institutions de régulation des élections. La CENI, nous, on s'est rendu sur place, on a vu une défiance par rapport à la CENI, par rapport également aussi, comment on l'appelle encore, le fichier électoral, le centre, par rapport également à la Cour constitutionnelle. Et donc, on avait demandé effectivement de reporter les élections, de créer un dialogue pour créer les conditions d'une élection transparente et apaisée. Oui, mais à Lyon, on vous dit qu'on entend la même chose dans la plupart des pays où il va y avoir des élections. À chaque fois, on dit il va falloir se rasseoir, dialoguer, repousser des élections à plus tard. Est-ce que ça ne contribue pas à faire que l'opposition se dise bon, le moment venu, on va tout remettre à plat et puis on va repartir? C'est la même chose en Côte d'Ivoire, c'est la même chose dans un certain nombre de pays de la sous-région où on dit non, on n'est pas prêt pour les élections. C'est pas qu'on n'est pas prêt. En Afrique de l'Ouest, on vit aujourd'hui, à l'heure actuelle, une grave crise du suffrage universel. Pas qu'en Afrique de l'Ouest d'ailleurs. Pas seulement en Afrique de l'Ouest, mais on avait quand même acquis vraiment le principe des transitions démocratiques. Et les gens qui en ont profité aujourd'hui ont mis en place des régimes de plus en plus autoritaires. Déjà, le fait de déverrouiller la limitation de mandat et le troisième mandat, c'est déjà créer les conditions de la violence politique et de la violence électorale un peu partout. On l'a vu ici à Dakar, on l'a vu au Burkina Faso, on l'a vu ailleurs. Donc le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est d'abord de respecter la parole donnée, de respecter les constitutions, de respecter les limitations de mandat. On va revenir à cette question par la suite, mais on a envie de parler de là maintenant. Là, on est dans l'impasse parce qu'il y a un candidat de l'opposition qui dit « je suis vainqueur dès le premier tour », la commission électorale qui dit « non, vous n'êtes pas vainqueur, c'est le président Alpha Condé qui est vainqueur ». On fait quoi là concrètement, Rachid Ndiaye? Il faut se conformer à la loi. Parce que vous savez, il y a les empirismes de son côté, tout le débat sur la Constitution en troisième mandat. Ça, c'est une chose. De l'autre, il y a une élection. Mais c'est très lié, c'est très lié, ce débat. Oui, mais on ne peut pas faire comme si l'élection n'a pas eu lieu. L'élection a eu lieu, cette élection, elle est terminée. Il y a un vainqueur. Aujourd'hui, contrairement à ce que disent les responsables de l'opposition, si vous regardez concrètement, parce qu'ils donnent même des chiffres, eux, qui ne sont pas détaillés, qui n'expliquent rien du tout. Ils donnent même des chiffres dans lesquels ils ont gagné des élections dans les villes, dans les pays où le vote n'a pas eu lieu. La vérité aujourd'hui... Oui, mais dans le même temps, tout à l'heure, vous entendiez Alpha Diallo qui vous parlait de Farana où il y a 117% de votants. L'expérience démocratique guinéenne commence depuis 2010. Personne ne prétend qu'en 2010 et maintenant, on a réglé tous les problèmes électoraux. Ce qui se passe, ce qui est concret,
c'est qu'en 2010, le candidat Cellou Dalein Diallo a perdu l'élection présidentielle. En 2013, il a perdu l'élection législative. En 2015, il a perdu l'élection présidentielle au premier tour. Comment, par une opération de Saint-Esprit, subitement, en 2020, il deviendra majoritaire là où il n'a jamais été majoritaire? Mais en même temps, on vous dit, comment se fait-il que quelqu'un soit resté 10 ans au pouvoir et puisse gagner dès le premier tour? On sait très bien l'impopularité que suscite la gestion de la cité. En 2015, il a gagné au premier tour. En 2020, permettez que certains en 2015, il a gagné au premier tour. Il a gagné pour deux raisons. Il a gagné parce qu'il a un bilan, il a gagné parce qu'il a un programme, il a gagné parce que la majorité de la population s'est exprimée en sa faveur. Le reste, c'est de la surenchère. À partir du moment où on lance dans une logique de président autoproclamé, ça n'a marché nulle part en Afrique aujourd'hui. Regardez tous les leaders politiques qui se sont autoproclamés présidents. Aucun d'entre eux n'a eu accès au pouvoir parce qu'il ne faut pas prendre les Africains pour des gens qui ne sont pas majeurs. Aujourd'hui, quand le peuple s'exprime en majorité contre un leader père. En 2000, le président Diouf a organisé l'élection présidentielle, il a perdu. En 2012, le président Ouad a organisé l'élection présidentielle, il a perdu parce que la majorité des Sénégalais se sont exprimés. Oui, mais dans le même temps, on n'était pas dans les mêmes conditions, on ne peut pas toujours comparer des choses qui ne sont pas comparables. Ousmane Gawal Diallo, on fait quoi là maintenant? Moi, je vais dire à M. Rachid de regarder un peu les faits, d'arrêter de faire la répétition, il a perdu ceci, c'est l'arithmétique ethnique. Votre candidat n'a fait que ça, opposer les gens. On parle politique, vous parlez d'ethnie. Non, la géographie ethnique et ceci et cela. Vous devez sortir de ça et considérer qu'en 10 ans, vous n'avez fait que 150 km de route rythmée en Guinée. Aucune université, aucun hôpital, aucune infrastructure de nom. Dans ce pays, vous parlez de quel bilan? Vous parlez des 300 morts là, tués par les forces de défense et de sécurité, c'est ça votre bilan? Vous parlez des conflits intercommunautaires à Womé, à Galapay, à Dogota, à Saouro, qui ont fait plus de 1500 morts? Moi, je vais vous dire une chose. Monsieur Foka, vous dites qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dis ceci. Nous avons des procès-verbaux. Monsieur Diallo de la Blogui sortait un cas. Et moi, je suis à Conakry ici. Les procès-verbaux de toutes les communes de Conakry et quartiers, nous les avons reçus ici à Conakry. Je ne parle même pas de l'intérieur, de Conakry. Il se trouve qu'à Matam, par exemple, nous avons 22 300 voix le UFDG, 22 600 voix pour le RPG. Dans les décomptes de la CENI, Alpha Condé monte à 24 000. Nous, on se réduit à 18 000. On les demande comment ils disent qu'ils ont perdu les procès-verbaux de 18 bureaux de vote, curieusement qui étaient favorables à l'UFDG. Nous leur demandons, mais vous ne pouvez pas les perdre, il y a 6 copies. Une au ministère de l'administration du territoire, pourquoi le législateur a fait ça? 6 copies à 6 destinations différentes. C'est pour que lorsqu'une copie se perd, qu'on la recherche et qu'on la trouve dans l'autre institution républicaine. À défaut, qu'on rappelle les urnes, qu'on reprend le dépouillement, parce que une fois le dépouillement terminé, les bulletins de vote sont scellés dans l'urne, gardés pendant une période déterminée par la loi. Quand il parle de la loi, pourquoi à Conakry, dit-on, entre Matam et la CENI, il y a moins d'1 kilomètre, on dit oui, on a perdu 18 procès-verbaux de bureaux de vote favorables à l'UFDG, donc ça fait que son score a baissé. Nous parlons de Conakry là, je ne parle même pas des préfectures éloignées. Comment se fait-il que dans toute la région de la Haute-Guinée, Kankan, Kouroussa, Kerouané, Sigiri et Mandiana, aucun autre parti politique n'a reçu un seul procès verbal de bureau de vote. Et tous les dépouillements ont eu lieu, soit c'est les gouverneurs, soit dans les bureaux des préfets. Comment se fait-il? Est-ce que M. Ndiaye est conscient de ça, que ça c'est contraire à la loi dans notre pays? On va les laisser répondre en une minute puisqu'on arrive au terme de la première partie de ce magazine. Que répondre à ces choses qui sont très très concrètes? Ça c'est le catéchisme de l'opposition. Il est en train d'énumérer un certain nombre de revendications qui sont déjà même antidatées. Vous savez, quand un mouvement politique déclare avoir gagné avant le dépouillement des résultats, c'est quand même quelque chose de surréaliste. Au moins, il faut avoir la décence. Et puis, toutes les critiques qu'il adresse aujourd'hui, ce sont les critiques qui sont adressées à une CENI dans laquelle l'opposition a ses membres. Et dedans, c'est composé sur une base paritaire, représentant de l'opposition, représentant de la majorité. Avant, c'est l'administration qui faisait organiser l'élection. L'opposition a estimé que l'État n'est pas neutre. On a mis en place une commission électorale nationale indépendante. À partir du moment où la commission électorale nationale indépendante rend sa décision, on dit ah non, finalement, c'est pas ça. Justement, qu'est-ce qu'on fait? On va parler de ça dans la seconde partie du débat africain, dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Comment sortir de cette impasse? Comment arrêter les violences qui se poursuivent dans l'ensemble de la Guinée? On se retrouve juste après le journal pour la seconde partie du débat africain. Restez à l'écoute. Vous êtes bien sur RFI, il est 9h30 ici à Paris, 8h30 en temps universel.
Xavier Besson. Bonjour à tous. L'actualité africaine, la Côte d'Ivoire à l'heure des comptes et des décomptes après l'élection présidentielle hier. La journée a été émaillée d'incidents pour ce scrutin pour lequel l'opposition avait appelé à la désobéissance civile, jugeant illégale la candidature à un troisième mandat du président Alassane Ouattara. À l'heure du bilan, le pouvoir et l'opposition voient les choses de manière diamétralement opposée. Le RHDP au pouvoir estime que les incidents n'ont concerné qu'une petite minorité de bureaux de vote, quand l'opposition considère que l'élection n'a pas pu véritablement avoir lieu. Dans ce journal également, des marches de femmes hier au Bénin pour prévenir d'éventuelles violences post-électorales à l'approche de la présidentielle l'an prochain. Les Émirats arabes unis qui rejoignent la liste grandissante des pays qui ouvrent une représentation diplomatique à l'Aïoun, au Sahara occidental, ce que les autorités marocaines voient comme une affirmation de leur souveraineté sur la région. Et puis le contenu de contrats miniers dévoilés en République démocratique du Congo, et avec lui de nombreuses irrégularités et manquements d'après l'initiative pour la transparence des industries extractives. La journée aura finalement été émaillée d'incidents hier en Côte d'Ivoire et l'opposition et le pouvoir tirent des bilans radicalement différents de ce samedi d'élection présidentielle. Le directeur exécutif du RHDP, le parti au pouvoir, assure que les Ivoiriens se sont déplacés massivement et que les problèmes n'ont concerné que quelques dizaines de bureaux de vote. En revanche, pour les opposants qui appelaient au boycott du scrutin, jugeant illégale la candidature à un troisième mandat du président Alassane Ouattara, pour eux, c'est comme si le scrutin n'avait pas eu lieu. Dans les faits, des incidents ont bien été signalés, le plus souvent dans des communes ou quartiers considérés comme des bastions de l'opposition. À Abidjan, la capitale économique, ce samedi a été marquée par une activité très réduite, nombre de rues désertes, de commerces fermés, mais la plupart des bureaux de vote ont pu ouvrir, comme cela a été le cas dans le quartier Riviera 2, réputé favorable à l'opposition. Reportage de Pierre Pinto et Boris Vichit. Non loin de la grande mosquée, l'affluence est correcte en milieu de matinée. Les électeurs font même la queue quelques minutes avant de pouvoir glisser leur bulletin dans l'urne. Mais au même moment, à l'autre bout du quartier, dans cette école, les assesseurs sont plus nombreux que les votants. Cet électeur d'un certain âge, lui, ancien élu lui-même, essaye de convaincre au téléphone ses amis de venir voter. Allô, grand-père? Oui, ça va. Je suis au lieu de vote, j'ai déjà voté. J'ai pris tout mon temps, je suis venu il y a 1 heure et puis j'essaie d'organiser, d'aider certaines personnes. Peut-être que certaines personnes ont peur de sortir. Il faut dire qu'il y en a qui ont peur de la violence. Il y a des gens qui hésitent, mais il faut tuer cette peur. À 1 kilomètre de là, un incident a marqué le début de la journée. Un groupe de jeunes est venu tenter d'empêcher l'ouverture des bureaux de ce centre de vote situé près d'une cité universitaire, explique la superviseure de ce lieu de vote, Fatou Koné. Aux environs de 7h30 jusqu'à 8h, ils étaient une dizaine de personnes. Des jeunes avec des foulards attachés, des trucs. Ils ont effrayé beaucoup de personnes. Parce qu'ils sont venus, il y avait un grand rang là. Les gens empêchaient les électeurs qui sont venus massivement pour voter. De peur, ils sont partis. Et maintenant, ils recommencent à venir. Ça a mis beaucoup de retard. Pierre Pinto, Boris Vichit, Abidjan, RFI. Et notez que des premiers résultats officiels sont attendus dans les prochaines heures ou les prochains jours. Des bureaux de vote qui ont ouvert tout à l'heure, c'est en Algérie. Les électeurs sont appelés à se prononcer pour ou contre la nouvelle constitution proposée par les autorités. Alger présente ce texte comme une réponse aux aspirations du Hirak, le mouvement de protestation algérien, mouvement qui a globalement rejeté le texte. Et notez que lors de la campagne, les partisans du non n'ont pas pu tenir de meeting. Après plusieurs pays africains, les Émirats arabes unis sont devenus cette semaine le premier pays arabe à annoncer son intention d'ouvrir prochainement un consulat à l'Aïoun, au Sahara occidental. Pour les autorités marocaines, c'est une manière d'asseoir leur pouvoir sur cette région du sud du pays, dont le Front Polisario réclame, lui, l'indépendance. Souda Ibrahim. Mardi dernier, 2 nouveaux pays africains ont rejoint la liste. Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères, a fait inaugurer à Dakhla 2 consulats, celui de la Zambie et celui du Royaume d'Eswatini. 2 pays qui rejoignent la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Centrafrique, parmi 15 pays africains. Selon plusieurs observateurs, le royaume chérifien compte ainsi renforcer sa présence et son emprise sur le Sahara. Il s'agit de donner une légalité à cette présence. D'ailleurs, selon les déclarations de Nasser Bourita, ces 15 consulats
expriment d'une manière claire leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur cette région. Rabat multiplie les décisions visant à défendre la marocanité du Sahara occidental qu'il considère comme ses provinces du Sud, alors que le statut de ce vaste territoire reste indéfini depuis 1975. Le Polisario réclame toujours l'indépendance de cette région, alors que le royaume défend une autonomie élargie sous souveraineté marocaine. Ouda Ibrahim. Le président américain salue sur Twitter la grande victoire des forces spéciales américaines hier avec l'annonce de la libération de Philip Walton, ce jeune Américain installé au Niger, près de la frontière avec le Nigeria, et qui avait été enlevé par des hommes armés au début de la semaine. D'après le porte-parole du ministère américain de la Défense, c'est hier matin que l'opération a été menée sur le territoire du Nigeria. Des marches de femmes hier au Cameroun et au Bénin. Au Cameroun, rendez-vous était donné dans la ville de Koumba, là où des élèves ont été tués la semaine dernière par des hommes armés. Et au Bénin, c'était à Cotonou, mais aussi à Parakou et à Banté. Les manifestantes souhaitent éviter d'éventuelles violences post-électorales comme celle qu'a connue le pays au mois de mai l'an dernier, après des élections législatives auxquelles l'opposition n'avait pas été autorisée à participer. Garia Saka est adjointe à la présidente de l'association des femmes leaders engagées pour la paix et elle explique que ces marches traduisent leur inquiétude grandissante à l'approche de la présidentielle prévue au mois d'avril, inquiétude en raison de la situation économique du Bénin. L'objectif, c'était d'appeler le chef de l'État à poser des actes de paix et toute la classe politique également, que ce soit les éléments de l'opposition comme les partis de la mouvance présidentielle. Les élections prochaines sont là. Nous sommes inquiètes de ce qui pourrait arriver. Quand on se souvient de ce qui s'est passé en 2019, les 1er 2 mai 2019, on a peur parce qu'aujourd'hui, la loi telle qu'elle est aujourd'hui, elle est exclusive. Et non seulement ça, la situation économique aujourd'hui est de telle sorte que rien ne va. Il y a trop de misère. En tant que maire, il fallait qu'on dise au chef de l'État que ça ne va pas. On espère bien que le président Patrice Talon va écouter ces cris de cœur-là et apporter des solutions concrètes pour éviter que ça dégénère. Garia Saka de l'association des femmes leaders engagées pour la paix au Bénin. La République démocratique du Congo et une nouvelle attaque signalée dans la province du Nord Kivu dans la nuit de vendredi à samedi, selon l'administrateur du territoire de Béni. C'est le village de Lissassa qui a été visé, attaqué par des membres du groupe armé ADF. 21 personnes ont été tuées, un certain nombre d'autres ont été enlevées. Toujours en RDC, c'était l'une des conditions posées par le Fonds monétaire international en vue de l'ouverture de négociations pour un plan d'aide. Les autorités de Kinshasa ont publié différents protocoles d'accord et contrats miniers signés récemment sous la présidence de Félix Tshisekedi. Des documents qui concernent deux sociétés, Sokimo et Miba, et qui, selon l'initiative pour la transparence des industries extractives, montrent de nombreux manquements. Sonia Rollet. On parle de 4 contrats ou protocoles d'accord. Il y en a 3 côté Sokimo, la société minière de Kilomoto qui exploite de l'or en Ituri, et un avec la Miba, la société qui exploite des diamants au Kasaï. Un groupe de travail de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE, s'est penché sur les 3 premiers à la mi-septembre et a relevé des défauts qui valent pour tous. Aucun respect des procédures d'appel d'offres ou de la loi de passation de marché. Les partenaires choisis ne remplissent pas leurs obligations, notamment financières, vis-à-vis des sociétés d'État congolaises, sans doute car elles n'en ont pas les capacités financières ni même les capacités techniques, ce qui est aussi une violation du code minier. Les signataires de ces contrats, HG Resources, Pianeta Mining ou encore AM International Development and Investment, pourraient obtenir sur cette base des parts dans des joint ventures ou sur des permis d'exploitation très prometteurs. Or, il y a une autre faiblesse relevée. Il n'y a pas d'étude de faisabilité de nature à certifier ces ressources, ce qui ne permet pas de savoir avec précision ce à quoi pourrait prétendre l'État congolais. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. Enfin, au Tchad, la Convention de défense des droits de l'homme dénonce des violations systématiques des libertés publiques par le pouvoir N'Djamena. Hier, pour la 2e journée consécutive, les forces de l'ordre ont encerclé les sièges de plusieurs partis d'opposition, les transformateurs de Succès Masra, l'UNDR de Saleh Kebzabo et
le Parti pour les libertés et la démocratie de Mahamat Saleh Alabo. Le Tchad, où le forum organisé en ce moment par les autorités à propos de la Constitution a par ailleurs été prolongé d'une journée puisqu'il se terminera finalement aujourd'hui. Il est maintenant 9h40 ici à Paris. Vous retrouvez tout de suite Alain Foka. Passez une excellente journée à l'écoute des RFI. Le débat africain. Alain Foka. Le président Alpha Condé qui est déclaré vainqueur des élections présidentielles dès le premier tour. Un coup KO. La rue qui s'enflamme avec des affrontements meurtriers dans les rues entre forces de l'ordre et manifestants. La communauté européenne qui se dit dubitative quant à la conformité du résultat. Les États-Unis qui s'inquiètent, je cite, des résultats incohérents de la présidentielle et évoquent le manque de transparence dans la fabulation des votes. Et la CEDEAO qui garde un silence assourdissant et s'abstient de féliciter le vainqueur désigné par la commission électorale. Comment sortir de cette crise post-électorale en Guinée? Comment en finir avec cette violence qui a démarré il y a déjà un an avec l'éventualité d'un troisième mandat consécutif d'Alpha Condé? Comment éviter l'embrasement dans ce pays coutumier de confrontation politique sanglante? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à la crise post-électorale en Guinée. Avec plusieurs invités au téléphone. D'abord, M. Rachid Ndiaye, ministre d'État et conseiller du président Alpha Condé. Il est ce jour en direct au téléphone à Paris. Notre second invité est Ousmane Gawal Diallo, conseiller politique et directeur de la communication de l'UFDG, le parti de Cellou Dalein Diallo. Troisième invité du débat africain aujourd'hui, Alpha Diallo, président d'Ablogui, une communauté de web citoyens guinéens, blogueurs et activistes. Ablogui qui, je dois le mentionner, a fait un excellent travail de veille électorale depuis 2015, avec de l'observation dans tous les camps et de la documentation. Notre quatrième invité, Alioune Tine, le fondateur d'Africajom Center, un think tank sur la gouvernance basé à Dakar. Alioune Tine est l'ancien président de la RADO, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Voilà pour nos invités. Alors nous avons terminé cette première partie en disant comment sortir de cette impasse, puisque tout le monde demande la victoire? Comment faire pour que l'on puisse s'asseoir peut-être autour d'une table pour en discuter? Alors Alpha Diallo, d'après vous, que faut-il faire là maintenant? Faut-il continuer à se disputer, se battre dans les rues, ou bien recompter les votes, ou tout simplement ouvrir un dialogue national? Oui, la réalité est que dans la situation actuelle, ça va être difficile d'avoir même un débat entre les différents acteurs de la crise politique guinéenne. Ce qui pourrait peut-être nous permettre d'avoir un début de solution, c'est une plus grande implication de la communauté internationale, et notamment de la CEDEAO, parce qu'en réalité, c'est que en allant vers ce troisième mandat, il y a quand même eu beaucoup de lignes rouges qui ont été franchies, notamment par le gouvernement, en matière de répression et de violation même des droits de l'homme. Et ça fait que l'atmosphère ce n'est pas une atmosphère sereine. Et il y a une crise de confiance qui est là et qui est grande. Et ça fait que on est dans une situation de rapport de force où chacun essaye de porter des coups à l'autre. Et dans une telle atmosphère, nous de la société civile, nous sommes particulièrement touchés avec une grande répression, Internet qui ne marche pas. Et je pense que cela, on peut avoir un début de solution en ayant peut-être une grande implication de la CEDEAO, ou peut-être on mettra carte sur le table, on va essayer de discuter peut-être même de façon plus large, on va essayer de sortir de ce contexte électoral-là. Comment sortir de ce contexte électoral alors qu'on sort du scrutin? En mettant sur la table la question du troisième mandat qui a occasionné tout cela. C'est ça le débat de fond. Et ce débat n'est pas que entre l'UFDG et le RPG. Ce débat, il est beaucoup plus grand. Il a commencé avec la lutte du FNDC et c'est un débat qui doit revenir et voilà, on peut pas... Le FNDC qui était la plateforme de l'opposition. Alors, je pose la même question à Alioune Tine. Là, on est rendu dans une impasse. Que fait-on pour sortir de cette impasse dans laquelle on se trouve? D'abord, au plan national, il faudrait peut-être s'inspirer des cas de cette nature sur le continent africain et qui ont connu également une solution. Je parle du Kenya, où après l'élection présidentielle, où tous les observateurs étaient entendus pour dire que c'était très bien, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême du Kenya, a invalidé l'élection. Aujourd'hui, quand vous regardez le Kenya, ce qui s'est passé par la suite, ça a été extraordinaire. Uhuru part, il est en train de préparer sa succession de façon très positive. Ce n'est pas quelqu'un qui dit après moi le chaos, mais il dit après moi vraiment, il faut renforcer les institutions, etc. Il y a eu le Malawi. Ce qui veut dire que si nous avons aussi des institutions d'arbitrage qui sont assez fortes, assez responsables, assez compétentes,
ils peuvent permettre effectivement, et c'est ça le rôle, de réguler la violence politique et la violence sociale dans notre société. Donc, il y a la Cour suprême. Si la Cour suprême est indépendante et remarque ce que tout le monde a remarqué, ils peuvent invalider. Ça permet effectivement de mettre la balle à terre et de voir comment discuter. L'autre, c'est la CEDEAO et l'Union africaine. Nous l'avons dit. Quand les gens préparent ce qu'on appelle le troisième mandat, en faisant sauter la limitation de mandat, mais ce qu'on constate, c'est qu'en réalité, ces effets sont pires qu'un coup d'État militaire. Nous avons vu le coup d'État militaire au Mali. Mais aujourd'hui, la préparation des troisième mandats, que ce soit en Guinée-Conakry ou en Côte d'Ivoire, mais il y a eu des effets sur le plan des droits humains extrêmement graves. On a tué beaucoup de gens. On a banalisé même le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, les libertés fondamentales, les gens qu'on arrête, qu'on maintient de façon arbitraire. Donc c'est un recul démocratique extraordinaire qui aujourd'hui, sur le plan international, commence à interroger. Alors donc, vous avez parlé de la Cour suprême, revenons à la Guinée, les autres pays on en parlera et puis on compte consacrer une émission entière à la question du troisième mandat bientôt. Mais aujourd'hui, très concrètement, vous parlez de la Cour suprême qui devrait peut-être invalider cette élection. Est-ce qu'il y a une autre solution? Parce qu'on sait qu'au sein de la CEDEAO, le régime de Conakry n'est pas particulièrement, on va dire, soutenu, Rachid Ndiaye. Que faut-il faire pour sortir de cette impasse dans laquelle on se trouve aujourd'hui? Remarquez que c'est la délégation de la CEDEAO qui est venue revisiter le fichier électoral avant l'élection. Et ce fichier électoral a été validé par la CEDEAO. La CEDEAO a sorti un communiqué pour dire que l'élection s'est passée normalement. Vous savez, il ne faut pas non plus que les gens prennent pour les désirs pour des réalités. Ce qui se passe, c'est que concrètement, vous dites quelle solution? Je pense que la première des solutions, c'est d'abord revenir à la loi. Savoir que dans un pays, à partir du moment où il y a des institutions, on ne peut pas laisser des institutions de côté pour faire proclamer les résultats électoraux d'un pays par un ONG, par un expert machin, ou bien par l'opposition. Ça ne va pas. Deuxième chose, je crois qu'il faut qu'on arrive à un point de convergence pour mettre la violence de côté. Parce qu'on ne peut pas parler... Oui, mais dans le même temps, aujourd'hui, la violence aujourd'hui, elle est de la part de qui? Je pense que justement, quand on est sur le terrain aujourd'hui, la violence est de tous les côtés. Hein. Qui a déclaré, d'accord, qui a déclaré avant le dépouillement des résultats, je suis élu président, je demande à mes partisans de descendre dans la rue pour revendiquer leur victoire. Quand même, le leader du RPG a tenu ce discours-là quand même. Je crois qu'il faut que les esprits se calment, qu'on se rende compte qu'une élection, c'est d'abord une élection. Tout le débat sur le troisième mandat a été réglé par le référendum, ça a été réglé par les élections législatives. Je vous fais remarquer que dans l'Assemblée nationale sortante, avant celle-ci, l'UFDG, le principal parti de l'opposition, disposait quand même de 37 sièges de députés sur 114. C'est pour vous dire quand même que les choses fonctionnaient normalement. Pour vous, aujourd'hui, on fait quoi? Parce qu'on est dans l'impasse. Pour vous, il faut se fier à la loi, respecter les institutions. C'est-à-dire, pas question de retourner aux urnes, pas question d'en redébattre. Enfin, on va pas rejouer un match qui a déjà été joué. Aujourd'hui, là, nous sommes dans la logique des voies de recours. Si une force de l'opposition estime qu'elle a été lésée dans cette élection, mais elle n'a qu'à utiliser ce que le droit lui réserve, c'est-à-dire introduire un recours, c'est ce qui va être fait d'ailleurs. On sait très bien quel est le sort qui est accordé généralement au recours. Ousmane Gawal Diallo, que fait-on aujourd'hui pour en finir, pour que les gens ne meurent plus dans les rues, pour que les gens ne se battent plus, pour qu'il n'y ait plus de violence? D'abord, je vais répondre quand même à M. Rachid Ndiaye qui répond systématiquement le respect de la loi. Je vais lui rappeler, s'il était vraiment comme il est ministre d'État en Guinée, quel est l'article de notre code électoral qui réserve l'exclusivité de la publication des résultats à la CENI. Cette disposition n'existe pas dans nos lois, c'est de l'affabulation. La deuxième chose que je voulais lui rappeler, le président de l'UFDG n'a pas dit, voilà, sortez dans la rue, j'ai gagné. Il a dit qu'au regard des résultats obtenus des procès-verbaux sortis des urnes, il sort vainqueur avec 53%. Les gens sont sortis spontanément dans la rue. Est-ce que ça justifie que l'armée sort, tire sur les gens comme des animaux? Quand il parle de respect de la loi, mais le respect de la loi dans une procédure électorale, ça ne commence pas à la proclamation des résultats par une institution décriée. Ça commence au début du scrutin. Est-ce qu'il sait, M. Rachid, que lorsqu'on a dit que l'élection s'est passée globalement, les gens ont observé que le processus se passait au niveau du vote et que c'est au niveau de la centralisation qu'il y a eu des problèmes et que c'est à ce niveau que et les États-Unis, et la France, et l'Union européenne et tous les observateurs ont constaté des dysfonctionnements majeurs entre ce qui est sorti des urnes parce que les procès-verbaux établis, dressés, étaient différents de ceux qui étaient affichés par la CENI. C'est là qu'il y a eu le problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons
dit une des premières solutions que nous mettons sur la table. Mais qu'il n'ait pas peur qu'on nous publie les procès-verbaux. Il y a un scrutin. Ils croient qu'ils ont gagné. Ils sont sûrs de ça. Ce scrutin a été sanctionné par des procès-verbaux dressés. Monsieur Gawal, il vous dit dans le même temps qu'à l'intérieur de la CENI, vous avez des membres qui sont des membres de l'opposition. Pourquoi ces membres-là ne dénoncent pas ce qui s'y passe? Je voulais lui dire une chose. La CENI n'est pas une institution partisane. L'origine des commissaires de la CENI, il y a 17 commissaires actuellement à la CENI, il y a 4 qui sont issus de l'opposition, la décision est prise de façon majoritaire. Mais les gens là ne sont pas là-bas au service de l'IFDG, ils sont là-bas au service de la loi électorale, qui est la seule qui leur est opposable. Ils ne viennent pas là-bas pour défendre l'IFDG, ils viennent là-bas pour défendre l'application stricte de la loi électorale. Et c'est d'ailleurs à cet effet qu'eux-mêmes ont dressé un procès verbal qu'ils ont rendu public pour contester et dénoncer tous les dysfonctionnements qu'ils ont observés depuis la préparation du vote jusqu'à la proclamation des résultats. J'ai entendu le commissaire de la CENI dire, le président de la CENI dire qu'ils se réservaient le droit de les poursuivre. Il ne faut pas qu'on confonde le fait que les gens aient été désignés par une institution pour dire qu'ils défendent cette institution. Dans les 17 membres de la CENI, 7 viennent du RPG, le reste c'est le gouvernement qui les a nommés, donc RPG, et les 4 viennent de l'UFDG. Sur 17 personnes. Et les décisions sont prises à la majorité. Qu'est-ce qu'il y a de répéter tout le temps? Oui, ils viennent de l'opposition, mais on n'est pas de façon égalitaire à l'intérieur de cette CENI. Vous avez proposé un préalable à l'instant en disant que l'on recompte à travers les procès-verbaux pour dire qui a gagné ou pas. Qu'est-ce qui vous dérange dans cette démarche, Rachid Ndiaye? Écoutez, moi, la démarche, contrairement à ce qu'il dit, la loi dit que c'est la CENI qui supervise, organise l'élection. Quand les résultats sont rendus publics, c'est à la Cour constitutionnelle de valider ou de ne pas valider. Donc, tant qu'on est dans ce schéma-là, il n'y a pas de problème. Mais au nom de quoi quelqu'un va décider à la place de la CENI? Alors que la loi prévoit justement que c'est la CENI. Oui, mais dans le même temps, si la CENI ne fait pas correctement son travail, s'il y a des incohérences, comme le disent les États-Unis d'Amérique. Je suis désolé. Si la CENI avait tranché différemment, ils auraient trouvé toutes les vertus à la CENI. Comme en mars, là, quand la CEDEAO avait dit qu'il fallait geler un certain nombre de listes sur le fichier, ils étaient tous contents, la CEDEAO avait toutes les vertus. Et quand la CEDEAO vient revisiter le fichier et conclut que le fichier est valable, c'est l'un des fichiers les plus remarquables, on dit finalement le CEDEAO est devenu le diable. Mais j'ai envie de poser la question, Rachid Ndiaye, quand on regarde et on connaît la pratique, vous et moi on la connaît quand même un petit peu, on a donné des résultats, même si vous dites que c'est pas encore proclamé, aucun des chefs d'État de la sous-région ne s'est manifesté pour féliciter leur homologue. Et je peux vous confesser que j'ai parlé à 4 des chefs d'État de la sous-région, de la CEDEAO, qui étaient particulièrement gênés et qui ne savaient pas comment procéder pour que l'on se mette autour d'une table. Mais il y a d'autres. Donc ils ne se prononcent pas parce qu'ils sont gênés. Il y a des autres qui ont manifesté le sentiment. Lesquels? Ah, mais écoutez, on va pas. Non, mais on est formel. Bon, okay. On est formel. On attend que les résultats officiels le résultat soit rendu officiel pour les rendre publics. Sinon, ça fait pas en tout cas, j'ai discuté avec 4 d'entre eux qui étaient très gênés et qui regardaient ça de façon dubitative. Bien. Vous ne pouvez pas le dire. Est-ce que c'est comme si moi je vous demandais de dire quels sont ces chefs d'État? Vous ne pouvez pas le dire. Parce que, ça n'est pas politiquement correct. Ça, vous avez raison. Mais alors, comment on sort de cette violence? C'est ça la question, et je vais poser la question à Alpha Diallo, qui est celui qui n'a pas encore apporté une réponse à cela. Pour vous, qui avez observé ces élections, qui avez travaillé dessus de façon très documentée, d'après vous, on fait quoi aujourd'hui pour que les gens ne meurent plus dans les rues, pour que les gens ne s'affrontent plus en Guinée? On sait très bien qu'il y a une tradition de violence là-bas et on a peur que ça recommence. On fait quoi là? Je pense que on fait d'abord un premier constat qui est celui de positions qui sont inconciliables pour le moment là. Et comme je l'ai dit, on fait en sorte que la communauté internationale, notamment la CEDEAO, et on a parlé un peu du rôle que la CEDEAO a eu à jouer dans cette situation-là, faire en sorte que la CEDEAO s'implique un peu plus dans ce processus-là, essaye de donner des garanties. Parce qu'en réalité, c'est qu'on vous dit pas ici. Quel que soit ce qu'on va proposer, en fait, je doute que ça puisse notamment avoir la confiance de l'opposition. Monsieur Gawal, il est là, il peut bien le dire. Je sais que quelle que soit la sortie de crise qui va être proposée par le RPG, il y aura toujours des doutes parce que simplement, comme je l'ai dit plus tôt, c'est que toutes les lignes rouges ont été franchies. Et honnêtement, même moi, en tant qu'acteur de la société civile, je vais quand même réfléchir à 2 fois avant d'aller dans une sorte de discussion avec le gouvernement guinéen. En réalité, tout ce qui arrive là vient de là, de ce dépassement, vient du fait que pour aller au 3e mandat, on a presque tout fait. On a modifié la constitution, on a mis des défenseurs des droits de l'homme en prison. Certains sont toujours en prison. On a systématiquement
violer la loi guinéenne. Et donc, de l'autre côté, à l'opposition, on est dans une logique de reproduire le même scénario. Donc, en faisant des choses qui sont parfois à la limite... Alioune Tine, est-ce que vous pensez, Alioune Tine, que les gouvernements de la sous-région puissent aider à sortir de cette impasse? Voilà. De toute façon, il y a un certain nombre de présidents qui sont clairement contre le troisième mandat, mais il y en a qui sont pour le troisième mandat. Ce qui fait que si on met les chefs d'État en discussion, peut-être s'il sort une majorité, d'abord, c'est pour demander moi je pense, le recomptage des voix, à la limite. Exiger que la CEDEAO exige qu'on recompte les voix. Ça, c'est important parce que tout le monde en parle. De deux, écoutez, la CEDEAO dans leur tête, et puis les gens le murmurent, ils disent voilà, sharing power, c'est un pis-aller. Comment on va le faire? C'est vrai que nous sommes dans une véritable impasse. Et de mon point de vue, aujourd'hui, c'est la Cour constitutionnelle de la Guinée qui peut régler le problème. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que la Cour constitutionnelle peut le faire? Vous qui connaissez la Guinée, pour vous, est-ce quelque chose d'envisageable? Elle ne le fera pas, c'est pas envisageable. C'est toute la zone francophone. Si j'insiste, c'est parce qu'il y a des gens qui meurent dans la rue. On a créé des juridictions assez faibles et qui fait que, ils sont effectivement sous le contrôle de l'exécutif. Ils vont proclamer la victoire et ça va amener des problèmes. Alors, c'est vrai que la question, si vous voulez, des coups de force constitutionnels, aujourd'hui, c'est ça le poison de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Ça a été dit. Mais là, il y a des gens qui meurent dans les rues, il y a des gens qui se battent dans la rue. Et l'urgence, c'est de faire que ces violences s'arrêtent dans la rue. Moi, j'interviens sur une chose. Oui, rapidement. Quand, à propos d'élections, que les gens soient obligés de sortir l'armée pour le respect de l'ordre public, ça veut dire qu'on ne va plus vers des élections. La question de fond, c'est quels sont aujourd'hui les critères qui, effectivement, quand un certain nombre de signaux sont réunis pour dire on va vers des élections ou on va vers le conflit et où on va vers l'impasse. À partir de ce moment, on peut faire une prévention efficace de la violence et des conflits dans les pays. Et ça, c'est ça qui manque aujourd'hui à la CEDEAO. Alors, Rachid Ndiaye, dans l'état actuel des choses, même si on gardait les élections, les résultats dans l'état, tels que proclamés par la commission électorale, pensez-vous que le président Alpha Condé puisse gouverner là, avec cette situation? Est-ce que ce n'est pas ingouvernable, la Guinée dans l'état? Non, ça c'est le point de vue de ceux qui sont opposés au régime. Je vous fais remarquer qu'il est président depuis 2010. Vous savez, gouverner, c'est pas facile. Conquérir le pouvoir également, ce n'est pas facile. Mais je crois que le plus important, c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure le point de convergence. Ça ne peut pas marcher si un des acteurs ne reconnaît pas sa défaite dans une élection. Oui, mais dans le même temps, on fait le reproche aux deux, Rachid Ndiaye. On arrive au terme de l'émission. Donnez-nous au moins une piste qui puisse permettre d'arrêter les violences. Parce qu'on peut épiloguer dessus toute l'année, chacun trouvera qu'il a raison. Comment on fait pour en finir? Arrêter la violence, ça veut dire reconnaître la force de la loi, avoir confiance aux institutions, ne pas mépriser nos institutions. Vous savez, là, malheureusement, on arrive au terme de l'émission et je ne pourrai pas étendre plus longtemps notre entretien. Nous arrivons au terme du débat africain aujourd'hui. Merci Ousmane Gawal Diallo, merci Rachid Ndiaye et Alpha Diallo d'avoir accepté d'y participer. Merci également à Alioune Tine. On espère que la Guinée ne va pas s'embraser après cette élection et que vous allez trouver un terrain d'entente, même si pour l'instant, ça semble difficile. À noter tout de même cette forte tendance des dirigeants africains ces dernières années à faire tomber le verrou de la limitation des mandats en tripatouillant les constitutions ou en les interprétant à leur guise. Des initiatives qui presque partout suscitent de fortes tensions et des affrontements. À chaque fois, le président sortant est déclaré vainqueur. Dans le même ordre d'idées, on parlera certainement du cas de la Côte d'Ivoire qui votait hier dans un climat de très forte tension et de mouvements de rue. La limitation des mandats est une question à remettre sur la table. Le débat africain, en attendant, vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Delphine Michaud, Yann Bourdelas et Alain Foucault, nous vous souhaitons une bonne fin de week-end. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale et à très vite.
Religion du monde, Geneviève Delrue. Plus que jamais, chrétiens et musulmans doivent se montrer solidaires. C'était le message des responsables religieux au lendemain du triple attentat de la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice, intervenu au moment où la France fait l'objet de vives critiques dans le monde arabo-musulman pour sa défense du droit de caricaturer. Religion du monde, Geneviève Delrue. Tout à l'heure, à partir de 9h10 TU. RFI. Vous écoutez RFI, les 10h à Paris, 9h en temps universel. Charlotte de Rouen. Aux États-Unis, Donald Trump et Joe Biden jettent leurs dernières forces dans la bataille et courtisent les électeurs des États clés, ceux qui pourraient faire basculer l'élection présidentielle de mardi. En Europe, toujours plus de restrictions pour lutter contre la pandémie de Covid.